Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver et enregistrer cette petite vidéo pour vous, avec vous, ici, dans mon appartement en Bretagne. C'est une grande première, mais avant de vous raconter tout ça, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous avez la possibilité de vous abonner et de vous simplement rejoindre notre petite communauté. On est une communauté en deuil. Et j'ai créé cette chaîne dans cet objectif-là de partager mon témoignage de la façon dont je survis en fait à la mort de ma soeur jumelle qui est arrivée en début de cette année 2023. Je vous invite bien sûr à regarder les anciennes vidéos, tout ce que j'ai pu poster jusqu'à présent pour comprendre un peu le cheminement de cette histoire et pourquoi je suis dans un deuil nomade. Encore une fois, bienvenue à vous. Vous pouvez mettre un pouce sur cette vidéo et puis laisser vos commentaires, vos témoignages, nous raconter comment vous faites, comment ça se passe pour vous, comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, un peu les expériences que je suis en train de partager ici sur cette chaîne avec vous. Alors, j'ai passé donc une première nuit dans cet appartement. Comme vous le savez, parce que la vidéo précédente, je vous expliquais à quel point j'étais stressée, angoissée, juste avant d'agir, en fait, avant d'être dans l'action. C'est extrêmement douloureux. Je me suis fait beaucoup de soucis. Voilà. Mais j'ai eu la chance, en fait, de ne pas venir ici toute seule. J'ai une amie qui est venue avec moi. Elle est venue m'accompagner, passer du temps avec moi. Et ça m'a fait énormément de bien parce que je ne pensais pas en fait le faire et elle m'a posé des questions et finalement je me suis laissée aller à parler, à lui raconter des tas de choses parce qu'elle était vraiment ouverte, disposée à écouter. Je voulais pas l'embêter en fait au début avec ça parce que je me disais déjà la pauvre elle vient avec moi et voilà, c'est pas toujours très drôle d'accompagner quelqu'un qui va pas très bien et qui a peur, et etc. De faire un peu la nounou, quoi. Et je voulais pas en rajouter une tartine non plus, mais je sais pas comment il s'est passé, qu'on s'est installé, on était en train de discuter, et au bout d'un moment, elle m'a dit, bon, écoute, si tu veux, on va aller marcher à l'extérieur, bon, parce qu'elle sait que j'aime vraiment marcher et que j'adore être dans la nature. Elle m'a dit, on va retourner sur les lieux en fait, du traumatisme, et puis on va discuter simplement, on va marcher. Donc ça, si vous voulez, là je suis dans mon appartement, ma soeur n'a jamais habité avec moi ici, et moi concrètement j'ai pas vraiment habité ici, parce que j'arrive pas à m'y installer, mais j'ai habité évidemment avec ma soeur jumelle juste à côté, à 4 km d'ici, à peu près 4-5 km d'ici. Mais c'est plus proche de l'océan, on était vraiment au bord de l'océan. Donc j'avais pris l'habitude de me promener dès que je pouvais, quelques minutes, une demi-heure, au bord de l'océan pour évacuer toutes les émotions que j'avais, les angoisses, la peur de la perdre, l'épuisement, la charge mentale, le côté frustré de ne pas savoir ce qu'il faut faire, comment faire. Et puis aussi pour supporter, comme vous le savez maintenant, le harcèlement qu'on a reçu de l'équipe médicale. Une des équipes médicales, il n'y en a pas eu qu'une, heureusement. Mais c'est celle qui avait malheureusement tous les pouvoirs et qui, voilà, qui a été très très toxique avec nous. Donc j'avais besoin de sortir régulièrement pour m'oxygéner parce que le reste de ma journée entière était très très occupée à essayer d'aider ma soeur. Donc retourner là-bas, pour moi c'était interdit dans ma tête, je n'ai pas la force. Alors je ne suis pas retournée à côté de dans la maison ou à côté de la maison où on habitait, parce que ça c'est totalement impossible pour moi. Mais j'ai apprécié qu'elle me prenne entre guillemets par la main, qu'elle m'accompagne jusque là-bas. Donc on y est allé en voiture, on a garé la voiture juste à côté, pas loin. Et puis on a marché comme quand je marchais toute seule en sortant de la maison. On a fait le même itinéraire, voilà, un des itinéraires que je faisais. Et ça m'a beaucoup touchée parce que
on est arrivé au crépuscule. Et moi, c'est à ce moment-là, en fait, que j'arrivais à prendre un petit moment. Très souvent, c'était à ce moment-là que j'arrivais à sortir et respirer un peu. Et l'énergie de la fin de la journée est très, très apaisante. Alors, quand vous êtes en face de l'océan où il y a un grand ciel, alors bien sûr, ça peut être n'importe où, hein, à partir du moment où vous avez tout le ciel en face de vous, vous voyez toutes les couleurs, les nuages, le soleil, les rayons de soleil, enfin, c'est quelque chose de magique, c'est énorme. Et donc je m'en imprégnais énormément. Et ce qui est bizarre, c'est d'être venu pile à cet horaire-là. C'est pas le seul horaire, hein, évidemment, où je sortais, mais cet horaire-là me parle beaucoup. Et, et donc, sur le moment, j'ai ressenti... je vous raconte ça, hein, vraiment, pour vous parler des émotions, mais cette impression que... je sais pas comment dire, de rire jaune, de dire oui, mais enfin je m'en fous, je ressens rien, ça va, tout va bien, enfin je m'en fous. En fait, j'étais en train de jouer un rôle avec moi-même, enfin, je sais pas comment vous dire, pour ne pas ressentir la douleur, pour ne pas avoir mal, pour ne pas me souvenir. Et en fait, ce qui était très très dur pour moi, ce qui était très dur, vraiment, et très choquant, c'est que quand ma soeur était encore vivante, je me souviens plusieurs fois, quand j'étais vraiment découragée et que j'étais triste, il y a des jours comme ça où je me disais, si jamais un jour ma soeur elle meurt, comment c'est possible? Comment je vais faire pour marcher sur ce sentier à nouveau alors qu'elle est plus là? Et je me faisais mal, hein. Ça me torturait. J'avais des douleurs pas possibles dans le corps quand je pensais comme ça. Et je m'étais dit, de toute façon, ça n'arrivera pas. Déjà, la première chose, elle ne va pas mourir et tout ira bien. Et quand des fois j'arrivais à aller un peu plus loin que ça, je me disais, je ne reviendrai pas. Enfin, je ne pourrais pas, quoi. Et donc là, j'étais comme, je me sentais dans une émotion bizarre de... Et bien maintenant, j'y suis. Je suis revenue sur ce sentier et ma soeur est vraiment morte. Et ce que je pensais qui n'arriverait jamais est arrivé. Et il y a comme une espèce d'écœurement, je ne sais pas comment vous dire physiquement, comme si une remontée de bile. Vous voyez, c'est un dégoût, un vrai dégoût physique et une sensation de découragement, une sensation de tomber vers le bas, quoi. Parce que parce qu'on ne peut rien changer, parce qu'on ne peut pas changer les choses, parce que c'est comme ça. Et que pour moi, c'est un gros gâchis. La mort de ma soeur, je ne l'accepte pas, parce que pour moi, c'est vraiment un gâchis énorme. J'ai beaucoup de peine de savoir qu'elle a été brisée dans son élan de vie, qu'elle n'a pas eu la chance de vivre. Comme moi, comme vous, là, qui m'écoutez. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je n'arrive pas à accepter, en fait, ça. Et je suis écœurée en fait. Écœurée qu'elle soit privée de sa vie. Je sais que c'est complètement fou ce que je dis. Je ne m'attends pas... Je vous le dis avec humilité. Je sais bien que ce que je raconte n'est pas très sensé, évidemment. Mais c'est ça qui passe dans ma tête en ce moment. Et marcher sur ce sentier-là était un défi énorme pour moi. Parce qu'il représentait mon quotidien déjà. C'est là où mon âme, mon essence, mes espoirs, mes émotions, mes pensées, tout ça, j'ai imprégné ce sentier côtier de tout ça. C'est toute ma vie, en fait, de ces 4 dernières années qui est complètement imprimée dans ce sentier, dans les rochers, dans les arbustes de bord d'océan, le sable. Je reconnais chaque méandre, chaque coin, je veux dire, évidemment. Et tout ce que j'ai pensé, ruminé, essayé, prié, chanté, je réfléchissais, j'ai écouté tellement de colloques, de trucs de santé, j'ai écouté, mais je me suis tellement formée pendant ces 4 ans. J'écoutais
des colloques sur la médecine, sur les soins palliatifs, sur la médecine naturelle, la médecine allopathique, sur le cancer, les causes du cancer, les guérisons, les témoignages. J'ai passé tellement de temps, donc soit dans ma chambre le soir avant de dormir, soit, voilà, j'ai tellement étudié la maladie, la guérison et tous ces sujets-là. J'ai tout fait, j'ai mis tellement d'énergie dans ce sentier. Il représente tout ça en fait. Bien sûr que je ne faisais pas tout ça dans ce sentier-là, sur ce sentier-là, je veux dire. Mais il représente pratiquement mon essence de vie, je ne sais pas comment vous dire. Je me suis déposée dans cet endroit-là, voilà. Et il n'y a pas que moi, parce qu'au début, ma sœur aussi, quand elle était valide, elle pouvait marcher, même en boitant, elle a pu marcher longtemps, donc elle venait évidemment sur ce sentier aussi. Elle ne pouvait pas faire de longues marches, mais au début, si, mais très très vite, elle a été limitée, donc on s'asseyait, mais on regardait le paysage, on regardait l'océan, et voilà. Et sur cet endroit, sur ce sentier, il y a des phares, évidemment, et notamment un phare sur lequel je m'étais posée en contemplation tellement souvent, je regardais la lumière du phare qui s'allumait, qui s'éteignait, qui s'allumait, et ça me parlait beaucoup. Parce que ce phare, je ne sais pas pourquoi, j'avais décidé dans ma tête que c'était ma sœur jumelle. Et je me disais, tant que ce phare brille, ma sœur vit. C'est un peu, vous savez, comme dans les films, parce que je l'ai vu récemment, le film de Louis XV, où quand le roi va mourir, on pose une bougie, une très très haute bougie allumée, et quand le roi meurt, ben, la bougie est éteinte et on comprend que le roi est mort. Et ben je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, ce phare pour moi ça représentait ça. Dès que je le voyais briller, je me disais ma soeur est vivante, tout va bien, ma soeur est vivante. Et donc hier, ben, je retrouve ce phare dans mon champ de vision et je le vois briller. Alors je sais, certains d'entre vous vont me dire, mais tu vois, ta sœur est toujours vivante. Elle est plus vivante sur cette terre, elle n'a pas de corps matérialisé, mais la vie ne s'arrête pas avec la mort. Toutes les personnes qui sont comme moi dans la croyance et la spiritualité de l'incarnation, de la succession des vies, etc., vous voyez bien sûr de quoi je parle. Et toutes les personnes que ça intéresse, par exemple, je vous invite vraiment à regarder la petite série que j'ai faite sur la spiritualité où je parle un peu plus de ça. Mais voilà, donc oui, ma sœur est toujours là. J'allais dire, elle doit vivre sa vie du défunt. Les défunts doivent vivre leur vie, leur chemin. Ils doivent aller vers la lumière, il y a des choses à faire. Donc, je rigole là, vous voyez, mais c'est parce que je suis un peu hystérique. J'essaie de rester dans cette vibration-là de joie et de vous raconter ça, parce que je sais très bien que c'est un gouffre, c'est les deux parois d'un canyon, c'est-à-dire que soit vous êtes dans la joie, soit vous êtes dans le désespoir, de la crise de panique et tout ce qui va avec, et je ne veux pas aller de l'autre côté. Donc je reste sur ce bord, quitte à être un peu excessive. Mais voilà, j'ai fini par accepter de marcher sur ce sentier, de voir ce phare s'allumer, de voir toutes les couleurs du ciel, et de me dire, je suis en train de marcher avec ma copine là maintenant, et je ne marche pas avec ma soeur. Et bon, après je me suis arrêtée très vite parce que il y a des moments où je me disais profites-en pour vraiment rentrer dans la conscience de ce que tu es en train de vivre maintenant. C'est maintenant. Parce que même si le mental, vous savez, il bloque, le corps énergétique, lui, reçoit. Il reconnaît très très bien. Il respire les odeurs, il s'imprègne du lieu. Il y a une connexion qui se fait dans le côté subtil de l'être humain. Et ça, je savais que c'était en train de travailler. Donc je voulais, disons, aller encore plus fort en mettant de la conscience, en me concentrant vraiment, en me disant, regarde, tu es là, qu'est-ce qui se passe, quelle est ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé, pour vraiment rentrer dans la réalité crue. Mais j'ai arrêté au bout d'un moment parce que je me suis dit, là en fait c'est la douleur, là je vais aller creuser dans la douleur. C'est vrai que c'est comme une plaie, vous vous rendez bien compte que quand on a une plaie, au moment où on va la nettoyer, on sait qu'il y a un endroit qui est plus douloureux que d'autres, on hésite à y aller, on sait très bien que si on y va, ça fait très 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 mal, mais si on arrive à le faire, si on parvient à le faire, ben derrière il y a la guérison.
Donc c'est tout un travail sur soi d'arriver à se dire j'y vais, mais doucement, je recule, j'y vais, voilà. Donc c'est toute cette subtilité-là qui est forcément difficile à comprendre pour les gens extérieurs, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons le ressentir, ces limites. Donc voilà, j'ai fait quelques petites incursions dans la prise de conscience réelle de ce que j'étais en train de vivre à cet instant-là, et puis je ressortais. Et à la fin, sur le retour de la promenade, on est rentré dans une vraie discussion avec mon amie, et là je lui en suis vraiment hyper reconnaissante, parce qu'elle a su me poser des questions que personne n'avait fait jusque-là, parce que personne n'a vraiment voulu parler avec moi de ce qui s'est passé, dans le sens, pourquoi c'est un problème que ta sœur soit morte maintenant? Donc, arriver à mettre des mots dessus, c'est extrêmement difficile. Donc, elle était là pour rebondir sur ce que je disais, me tendre la main, me faire continuer, etc. Mais vraiment, elle a fait un gros boulot. Et c'était pas prévu, c'est venu comme ça. Et c'est une personne très sensible. Donc, je pense qu'elle a senti qu'il y avait une ouverture à ce moment-là, qu'il fallait le faire et que ça allait m'aider. Ça allait m'aider. Effectivement, je me suis sentie vraiment très aidée après ça, parce que j'ai eu l'impression que j'arrivais à voir que j'avais plusieurs émotions différentes, que c'était un gros magma à l'intérieur de moi, mais qui ne sortait pas. C'est la culpabilité, il y a aussi la déception, il y a l'impuissance, il y a la colère, il y a l'inquiétude, il y a beaucoup de choses en fait. Et donc j'ai pu développer qu'est-ce que j'avais dans ma tête qui tournait en rond derrière chacune de ces émotions-là. Pourquoi est-ce que je culpabilisais? Qu'est-ce qui me faisait vraiment penser que... Pourquoi est-ce que j'étais déçue? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement ou quoi? Donc en fait vraiment, ça a été une discussion très intense et qui m'a beaucoup bousculée et qui a été magnifique parce qu'elle a été faite sur ce sentier-là. J'allais dire sur les lieux du drame, voilà, sur la souffrance, là où il y a eu tout ça qui s'est cristallisé. Donc, je ne suis pas encore capable de retourner dans l'ancienne maison. À côté, maintenant, il y a d'autres locataires, bien sûr, mais je ne suis pas encore capable. Et puis, je ne suis pas capable non plus de rester longtemps ici, dans cet appartement, mais je suis très heureuse d'avoir pris mon courage à deux mains pour le faire. Voilà. Je ne peux aller que mieux, plus je vais affronter la situation, c'est évident. Et là, je suis tellement reconnaissante d'avoir eu cette amie qui est là et qui était disponible, qui a pris ce temps pour moi. Alors c'est vrai que je dois vous dire quand même que je ne demande pas souvent de l'aide parce que ça fait quand même, donc voilà, depuis début janvier que ma soeur est morte et je parle, il y a certaines personnes auxquelles je pense, à qui je demande de l'aide, mais sur la majorité des gens que je côtoie, que je connais, j'en parle presque pas du tout. Donc là, il y a vraiment, disons, allez, 2-3 personnes à qui je parle régulièrement et je me permets d'aller dans les émotions, dans les sentiments. Bon, j'ai ma psy aussi à qui je parle, mais j'ai pas... c'est pas la même chose parce que ici, avoir cette amie, donc là, je le fais qu'une fois, hein, je ne l'ai pas fait avant. On a pris ce temps-là toutes les deux. Mais ici, on est là, ici en Bretagne, là où j'ai vécu avec ma soeur jumelle. Donc, alors que les autres ils ne vivent pas avec moi ou proches de moi. Donc voilà, c'était... c'est pas facile. Donc, j'ai pas fini encore cette expérience parce que je reste encore là. Mon amie est partie jusqu'à cet après-midi, à peu près 15 heures. Pour me laisser un petit peu seule aussi, et puis parce qu'elle était occupée, et c'est très bien, parce que c'est lourd quand même, hein, c'est lourd, c'est pas facile d'accompagner quelqu'un qui souffre vraiment, qui parle du deuil, et je la trouve vraiment hyper courageuse, hein, sincèrement. Ça me donne l'exemple de ce que je pourrais faire plus tard, peut-être pour aider les autres, si ça m'arrive maintenant de pouvoir aider quelqu'un qui lui aussi traverse une épreuve. Ça me donne des exemples de ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un. D'être vraiment dans le don et dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans l'écoute et dans l'affection. C'est vraiment magnifique, quoi.
Et donc bon, j'ai une après-midi devant moi là où je vais devoir ranger un peu, remettre le nez dans les affaires. Donc c'est encore une autre épreuve, ça va pas être simple. Ça me dérange en fait. C'est bizarre ce sentiment d'avoir toutes ces affaires qui me rappellent ma vie, moi, pendant ces 4 années, et ma sœur. C'est cette ambivalence entre l'envie de garder ça parce que c'est notre vie, c'est mes souvenirs, ça me montre que ça a existé, que je suis pas folle, que je suis pas juste mal dans ma peau. Voilà, tout simplement, j'ai vraiment vécu quelque chose de terrible, mais et en même temps j'ai envie de ne pas l'avoir sous les yeux, de ne plus avoir ça. Donc c'est vrai que je me pose encore la même question de qu'est-ce que je fais de tout ça. En fait, spontanément, j'ai envie de vous dire, je voudrais que cet appartement, il n'y ait plus rien du tout. Bon, il n'y a pas de meubles, donc c'est assez simple quand même. Mais j'ai juste quelques étagères de bois, c'est tout. Mais grosso modo, tout est emballé dans des cartons. Les meubles, j'en ai quasiment pas. Donc, j'aimerais en fait tout virer et remeubler avec très très doucement parce que j'ai pas les moyens. Mais vraiment faire très simplement. Parce qu'en plus, j'aime pas avoir beaucoup d'affaires. Je suis très minimaliste, donc j'ai pas besoin d'un confort incroyable. Par exemple, là, je dors par terre. J'ai plusieurs couvertures, donc je les ai mises au sol et j'ai dormi dessus. Bon, vous voyez, je suis quand même capable de m'adapter. Mais bon, c'est pas durable, évidemment. Mais voilà, c'est pas un gros problème pour moi de pas être dans le super confort. Et en même temps, je me dis, mais tout est déjà là. Il y a la vaisselle, il y a certaines choses, etc. C'est ridicule de se débarrasser pour tout réacheter derrière. C'est complètement stupide. Évidemment que je le fais pas. Mais c'est vrai qu'au fond, c'est ça que j'aimerais. Quelque part, c'est de stocker tout ça comme des reliques de notre vie à deux pendant 4 ans. Parce que toutes ces affaires-là, en fait, elles ne correspondent qu'à ces 4 années de maladie. Elles ne correspondent pas à notre vie d'avant. Parce que si vous avez vu les vidéos que j'ai postées au tout début de cette chaîne, j'étais donc à Rabat au Maroc chez ma mère. Je dis chez ma mère parce que mon père est mort aussi maintenant. Et on avait déménagé toutes mes affaires et les affaires de ma soeur jumelle au Maroc. Donc nos affaires anciennes sont là-bas au Maroc chez ma mère. Et nos affaires juste de ces 4 années de maladie sont ici avec moi. Et en fait, ces 4 années de maladie, c'est très dur. Ça me fait souffrir, ça me fait mal et j'ai pas besoin de les avoir sous les yeux. Et c'est ça qui fait qu'aussi j'aime bien habiter chez mon autre ami qui est à peu près 1 heure de là où je suis. Parce que ça me permet de voir ses affaires à lui et de ne pas voir mes affaires, de ne pas voir les affaires de ma soeur. Et ça me soulage. Voilà. Ça me fait moins mal. Donc effectivement, je commence à me dire, l'idéal pour moi, ce serait pouvoir de stocker tout ça pour le garder comme des reliques, mais de ne pas les avoir sous les yeux tous les jours parce que finalement, ça me fait trop mal. Et de ne pas m'en débarrasser parce que c'est ma sœur, c'est les derniers instants de sa vie qu'elle a imprimés dans ces objets, dans ces affaires-là. Il est hors de question que je m'en débarrasse. Donc je suis, voilà, je sais, je me prends la tête, je comprends, mais je vous montre vraiment et je vous délivre avec sincérité ce que je suis en train de vivre et de comment je me prends la tête pour trouver le meilleur chemin pour souffrir moins. Pour arriver à être fonctionnel, pour arriver à redémarrer la vie. Voilà, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont beaucoup plus résilients, qui sont beaucoup plus forts en fait. Et qui arrivaient probablement à dépasser tout ça, ces étapes-là, en fait, moi, j'y arrive pas, je suis vraiment bloquée. Voilà, c'est bloqué. Je suis traumatisée. Donc là, je suis en train d'envisager de passer à la vitesse supérieure parce que je pense que c'est presque le moment maintenant. J'ai attendu suffisamment de temps, mais je pense que je vais bientôt, si j'ai la possibilité, démarrer une thérapie que j'avais faite juste avant qu'elle meure aussi, d'hypnose ou de MDR, parce que là, le traumatisme est trop important et qu'il va falloir que je revienne vers la vie et il faut que je me libère de ça. Et un travail en thérapie ciblée est tout à fait indiqué dans mon cas, parce que là, je présente vraiment tous les signes de quelqu'un qui est traumatisé. J'ai eu l'impression hier, quand j'étais en voiture avec elle, avec mon amie, quand on se rapprochait de l'endroit où j'habitais avant, j'avais l'impression d'aller sur les lieux d'un crash d'avion. Vous savez, les gens qui sont traumatisés, j'imagine que ça doit être extrêmement douloureux. Et ben, je me sentais dans la même
situation, de revenir sur les lieux d'un drame. Oui, c'est ça, c'est revenir sur les lieux du drame. Ma sœur, sa souffrance, sa douleur, sa maladie et sa mort, c'est un drame. Donc effectivement, ça me fait bizarre de mettre des mots là-dessus parce que je trouve que les gens sont tellement courageux à accepter la mort et avancer. Et en fait, moi, ça marche pas. Alors oui, ça marche pour les autres morts, pour la mort de mon père, de mes oncles, de mes grands-parents. Ça fonctionne. Je suis capable, mais pas pour ma soeur jumelle. Ça ne marche pas. Voilà. Bon, bah écoutez, ça m'a fait du bien de pouvoir vous parler et puis surtout de vous montrer un peu dans le vif comment ça se passe, la douleur et comment ça se passe, le retour vers le lieu du drame et les émotions qui peuvent en sortir. Moi, je vais essayer de vivre cette journée, je vais essayer d'accepter de remettre le nez dans les affaires parce que toujours pareil, j'essaye de nettoyer la plaie. Donc, comme je ne reste pas ici longtemps, alors quand je viens, ben, j'essaye vraiment de prendre sur moi pour faire les choses. Et ensuite, ben, je me sens bien parce que mon ami est là avec moi. Et je vous souhaite de tout cœur d'avoir des âmes bienveillantes comme ça avec vous. Parce que je peux vous assurer que ce que je reçois, je ne suis pas prête de l'oublier. Et que ce soit des personnes que j'ai sur WhatsApp d'ailleurs, je fais des petits coucous parce que je sais que certaines m'écoutent, que ce soit sur des messages comme ça qui durent 30 minutes, ou que ce soit d'autres personnes qui me rencontrent, ou cet ami qui vient avec moi physiquement m'accompagner dans cette épreuve. Je suis tellement surprise et tellement heureuse et tellement reconnaissante de toutes ces formes d'aide-là parce que je peux vous dire que chaque goutte, je la reçois tellement c'est utile pour moi. C'est pas du tout superflu, mais chaque respiration, je la reçois. Et avant, tout ça, tout ce que font tous ces gens-là qui sont autour de moi en ce moment, tout ça, c'est ma soeur jumelle qui le faisait, quasiment elle toute seule. Parce que notre lien de gémellité est tellement fort qu'on est capable de se donner quelque chose d'énorme. C'est un flux continu. C'est un flux continu. Et comme a dit une des abonnées que j'aime beaucoup, a parlé de sa sœur jumelle, et Dieu merci, elles sont toutes les deux vivantes et en bonne santé. Et ça me fait tellement du bien de vous savoir, voilà, dans votre vie de gémellité. Ça me fait un bien fou. Mais vraiment, elle disait effectivement que même quand on se dispute, quand on est jumelle, il y a un moment donné, il y a une urgence, on est prête à laisser tout de côté pour venir en aide à notre sœur jumelle. Et c'est pour vous dire qu'il y a une charge qu'on donne, une énergie vitale, une espèce de batterie là, énorme qu'on est capable de mettre en route et d'allumer et hop, envoyer pour l'autre dès que c'est nécessaire. Donc c'est tout ça que je recevais de ma sœur jumelle et que je ne peux plus avoir. Et là, c'est pour ça que c'est comme un désert sec là. Et tout ce que je reçois, ces gouttes de vie que vous me donnez les uns les autres, chacun à votre façon, mais c'est énorme pour moi. Et je ne le balaye pas. Je le garde, et chaque personne depuis des mois. Donc je vous en remercie vraiment. Et je vous souhaite d'avoir ces petites gouttes de vitalité autour de vous, qui sont de l'amour, de la compassion, de la compréhension, de la patience, de l'envie que vous alliez mieux et de vous dire ça va aller, ça va aller. À un moment donné, ça va aller. Il faut tenir jusque-là, jusqu'à ce moment où on reprend sa respiration. Et je n'y suis pas encore, mais vous tous, vous m'aidez vraiment à y arriver. Alors un grand, grand merci à vous. Ce message est très très long, effectivement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.